où nous allons discuter un petit peu de la réforme. Et le moment de suspense arrive juste à ce moment-là. Voilà. Donc je vais vous proposer de monter sur scène. Pendant ce temps-là, je vais expliquer un petit peu la méthode d'animation. Alors, le titre nous fait poser la question, finalement, que se passe-t-il dans cette réforme? Quels sont les enjeux? Quelles sont les méthodes pour accompagner tous ces changements? Mais aussi, comment faire en sorte de laisser personne sur le bord de la route? Alors, nous avons la chance sur scène d'avoir 13 personnes présentes. Vous comprendrez que 13 personnes sur ce temps-là nous poussent à innover en termes d'animation. Ça nous pousse à trouver une autre manière d'échanger, et c'est ce qu'on vous propose. On appelle ça le plateau des controverses. Et vous allez être impliqués activement pendant ce plateau. Alors, j'ai testé en Europe. Je suis très lié avec les programmes Erasmus de mobilité. Ça marche très bien. On va voir si le déplacement en France marche aussi bien pour cette méthode. Alors, de quoi s'agit-il? Il y aura pour les intervenants 3 manières d'aborder le sujet qui nous concerne, à savoir les réformes, accompagner les grandes transitions et favoriser un modèle social ouvert à tous. La première chose, c'est la possibilité de réagir face à une controverse, une phrase polémique qui sera affichée devant vous. La deuxième manière de pouvoir réagir, c'est de réagir face à une interpellation. Et là, vous allez, vous, dans la salle, avoir la possibilité, à travers votre smartphone, si vous avez l'application ConnexMe, de pouvoir proposer, à travers un hashtag que je vais vous préciser, proposer des phrases controverses de votre côté. Et la troisième manière de pouvoir intervenir, pour les personnes autour de cette table, c'est d'utiliser en fin d'intervention aussi une carte blanche s'il y a un sujet qui leur tient à cœur, qui n'a pas été posé dans les phrases controverses. Bon, jusqu'ici, est-ce que vous suivez bien? Le premier rang à fond, je vois un peu plus les gens au fond de la classe. Alors, je vais vous expliquer aussi comment ça va se passer. Au niveau de la gestion de prise de parole, en fait, j'ai des outils avec moi qui sont extraordinaires. Alors déjà parce qu'ils permettent de bien cuire les œufs. Moi, je les utilise aussi pour le brossage de dents de mes enfants. Et puis la dernière chose, c'est un outil très très démocratique. Pourquoi? Parce que nos intervenants, quand ils vont prendre la parole, auront la possibilité de prendre la parole sur des temps définis. Ces temps, c'est soit 2 minutes, et ils auront le temps de faire ce qu'on appelle un propos. Voilà. Ils auront le temps aussi de faire éventuellement un commentaire qui sera plutôt de 30 secondes. Donc leur prise de parole est déjà prévue à l'avance. Ils ont en tout 7 minutes, à savoir 3 fois 2 minutes, 3 propos qui sont incarnés par des jetons qu'on leur distribue actuellement, soit 2 commentaires de 30 secondes. Voilà. Bon, vous suivez toujours? C'est bon? Parce que l'équipe du Centre Info a tout compris tout de suite, alors ça devrait le faire. Voilà. La dernière chose, et là on vous demandera toute votre bienveillance, ça sera aussi de réagir sous forme de sondage, et ça sera la première chose qui sera posée. Et les sondages, vous pourrez y répondre, vous, dans la salle, à travers votre téléphone portable. Au Québec, ils appellent ça un téléphone intelligent, les smartphones. Ou, sur scène, à travers des cartons, ils vont pouvoir donner leurs opinions. Les cartons sont de différentes couleurs. Le carton vert, c'est qu'ils seront tout à fait d'accord avec la phrase polémique. Le carton bleu, ils seront juste d'accord. Le carton jaune, ils ne seront pas d'accord. Et le carton rouge, ils ne seront pas du tout d'accord. Alors, je sais qu'il y a des Normands dans cette salle. Le ni oui ni non, non, pas ici. C'est plutôt des réponses de Gascon. Voilà, très tranché. Alors, au niveau des sondages dans la salle, donc vous allez pouvoir répondre, et ça va s'afficher automatiquement sur votre téléphone, répondre aux controverses en votant. Mais vous allez aussi pouvoir proposer votre avis sous différentes formes. Soit vous mettez hashtag controverse et là vous proposez une controverse sur la partie interagir de l'application. Soit vous mettez hashtag commentaire et vous faites un commentaire général sur la session.
soit vous faites un hashtag en rouge, vous voyez thématique, et là, ça sera spécifique avec le nom de la phrase polémique, et là, vous donnerez vos commentaires. Tous ces éléments seront collectés, réunis dans un livret, on ne sait pas quel nom lui donner encore, livret qualitatif, finalement, parce que vous êtes un superbe panel de l'opinion qu'il y a dans le monde de la formation professionnelle. Alors, on va tester juste avec une phrase et ensuite, on va s'empresser de donner la parole aux personnes qui sont autour de la table. Alors, quand même, juste remettre les règles du jeu. Là, c'était sur des règles spécifiques. L'idée vraiment, ensemble, cet après-midi, c'est de cartographier les termes du débat. C'est tout l'enjeu. Bien entendu, les intervenants n'auront pas le temps de se persuader les uns les autres, et ce n'est pas trop l'idée, et puis personne n'est dupe là-dessus. Par contre, poser les différents termes du débat, les différentes opinions, comme le voient les différents réseaux, sur l'enjeu de la réforme, c'est ça la clé de cette session. Voilà. Alors, on a dans la liste des intervenants 3 grands témoins, des personnes qui sont de la société civile et qui donneront leur avis à leur niveau par rapport soit aux phrases polémiques ou aux différents éléments qui sont portés dans ce temps de réflexion. Monsieur Alain Arnaud, représentant le CIRIEC, Monsieur Jean-Paul Charlez, représentant la NDRH. Je vous ai tous eu, enfin la plupart au téléphone, je ne connais pas encore les visages, et Madame Samia Gozlan de la Grande École du Numérique. Voilà. Aussi sont représentés les acteurs de la réforme qui sont autour de la table de la réforme et qu'on remercie vraiment aussi d'être présents parce qu'on sait que le calendrier est dense et qu'ils repartiront pour la plupart très vite parce que vendredi, il y a d'autres temps consacrés à la réforme. Monsieur Michel Bogas, CGT FO, bonjour. Maxime Dumont, de la CFTC, merci. Jean-François Foucard, bonjour. Vanessa Géreb, UNSA, bonjour. David Marguerite, Région de France, bonjour. Catherine Perret, de la CGT. Florence Poivet, du MEDEF, bonjour. Jean-Michel Potier, de la CPME. Très bien. Cédric Puydebois, de la DGEFP, représentant l'État, bonjour. Et Yvan Ricordo, de la CFDT. Merci beaucoup. Alors, vous êtes encore là, je sens que la salle est pleinement attentive. On va juste faire un premier test technique pour savoir si vous avez saisi l'objet des controverses et si vous savez utiliser votre téléphone portable. Alors, première controverse, Biarritz est presque aussi beau, enfin presque aussi belle que Saint-Étienne. Hashtag, qui c'est les plus forts? Je vais faire mon commis, je viens de Saint-Étienne, voilà, je profite un peu. Je ne sais pas s'il y a les Lyonnais dans la salle. Bonjour. Voilà. Exactement. Ah ben voilà, vous êtes à fond. Tout le monde est d'accord alors. Merci. Est-ce qu'on pourrait voir les résultats des sondages, s'il vous plaît? Il y a des gens en régie qui gèrent ça en direct? Pas du tout d'accord. 20% pas d'accord, 12% d'accord, 19% tout à fait d'accord et 21% sans avis. Bon, très bien. Ça nous permet de préciser une chose. Vous verrez là après, on sera beaucoup plus dans les termes du débat. C'est qu'il y a différentes manières de comprendre la phrase aussi. Et je vous demanderai juste d'être bienveillant vis-à-vis des intervenants sur scène. C'est quand ils lèvent un carton, la compréhension de la phrase peut complètement varier. Vous auriez pu penser que Biarritz est bien plus belle que Saint-Étienne. Voilà. Et là, vous n'étiez pas du tout d'accord. Ou vous pensiez que Saint-Étienne était quand même beaucoup, beaucoup plus belle que Biarritz comme ville. Et là, voilà, vous étiez non plus pas du tout d'accord. Donc, voilà, le caractère polysémique, le fait que les phrases aient plusieurs sens, fait que les votes pourront être compris différemment. C'est bon? Vous êtes là? Alors, je vous propose... Dites-moi. Répétez-nous les couleurs, parce que alors, vous affichez, et puis ces couleurs-là, c'est pas les mêmes. Exactement, sur le, on vient de voir, oui. Alors, je vais vous préciser. Ouais, redites parce que c'est pas clair. Ouais. Le rouge, sur scène, c'est pas du tout d'accord. Voilà. Le jaune sur scène, c'est pas d'accord. Le bleu sur scène, c'est d'accord. Et le vert sur scène, c'est tout à fait d'accord. Exactement. Et le sans-avis, c'est le blanc qu'il y a derrière. Si vous voulez exprimer un sans-avis,
c'est possiblement le blanc qu'il y a derrière. Voilà, je vous rends vos fiches. Alors c'est bon, vous avez vos jetons. J'ai vu que tout le monde faisait la même chose que moi. D'accord. Alors, première phrase polémique. Hashtag chômage si vous avez un commentaire à faire. La première phrase polémique. On fait plein de réformes, on dépense beaucoup d'argent dans la formation professionnelle, ça ne sert pas à grand-chose, regardez le chômage. Tout à fait d'accord, d'accord, pas d'accord et pas du tout d'accord. Vous avez le temps de voter sur votre smartphone et je vais vous proposer maintenant, sur l'estrade, de voter. Quelle est votre opinion par rapport à cette phrase ? Plutôt du pas d'accord ou pas du tout d'accord? Ah, très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole par rapport à cette controverse? Oui. Tenez, alors, je vais vous prendre un jeton de 2 minutes. Ah, c'est les vôtres. Non, je vais sortir mon jeton. Je vais faire du bon. Très bien. Voilà. Allez, Hop, super. Merci parti. beaucoup. Allez-y. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Sur plusieurs éléments, je crois que le gouvernement, Estelle Sauvain en a parlé tout à l'heure, accorde une importance majeure à la formation professionnelle pour lutter contre le chômage. Pour autant, on n'a jamais fait une corrélation directe pour dire la formation, personne ne le pense, c'est le remède miracle contre le chômage. Le sujet, c'est le niveau de chômage structurel en France. Ce niveau, il est établi par la Commission européenne, par l'OCDE, autour de quasiment 9%, même parfois un peu plus de 9%. Et donc, à partir de là, se pose la question, chômage à plusieurs sources, il y a des problématiques de demande de travail des entreprises, et il y a des réponses qui ont été apportées par le gouvernement en termes d'exonération, et notamment transfert du CICE vers une exonération générale des charges sociales. Il y a des questions qui relèvent de l'offre de travail et des demandeurs d'emploi et de l'accompagnement qu'on peut leur prodiguer, et il y a des questions d'appariement entre l'offre et la demande. L'appariement, et c'est là où se trouve la question du décalage potentiel de compétences sur certains métiers, y compris sur des métiers qui sont émergents ou des métiers où les conditions de travail sont dures, mais d'où l'intérêt à agir sur la formation professionnelle parce que c'est un levier pour essayer de diminuer le niveau de chômage structurel dans ce pays. On dépense beaucoup d'argent sur la formation professionnelle, tuons tout de suite les 31,6 milliards dont on parle comme argent sur la formation professionnelle. Disons tout de suite que dans ces 31,6 milliards, il y a 37% de rémunération, donc ça n'a rien à voir avec des frais pédagogiques. Disons que dans les 36 milliards, il y a au moins 6 milliards qui est de l'État pour ses propres agents, donc ce n'est pas l'argent des entreprises et des salariés. Voilà. Et surtout, regardons les chiffres. Certes, sur la formation des demandeurs d'emploi, qui est une responsabilité des régions et des pouvoirs publics en général, oui, il y a un chômeur sur 2 en moyenne qui a eu accès à un emploi 6 mois après la formation, 51%. Mais d'autres formations, quand elles se raccrochent notamment à travers les POE, à travers d'autres dispositifs à une entreprise, à un engagement d'une entreprise, ont des taux d'insertion plus élevés, 67% pour l'apprentissage. Dépenser pour l'apprentissage, c'est à 67%. 6 mois après des jeunes qui sont en emploi et ça monte jusqu'à 76% pour les contrats de professionnalisation. Merci Donc, ce n'est beaucoup. pas de l'argent qui ne sert à rien. Merci beaucoup. Vous avez atteint les 2 minutes. Merci pour vos propos. 2 personnes qui voudraient prendre la parole. Oui, tenez, je vais vous poser le minuteur devant vous. Alors, le micro. Alors, vu qu'il y a plusieurs micros qui se baladent, il y en a 2 sur cette table, très bien. Je vais le lancer au moment. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon, on va essayer de s'en sortir entre le sablier, les jetons, les cartons. Le format de votre animation de débat veut qu'on soit un peu direct et polémique. La formation professionnelle, c'est important, effectivement, pour régler une partie du chômage, mais ça n'est pas la solution au chômage. Moi, je vais aller sur le terrain un petit peu aussi des entreprises. C'est clair que si les entreprises derrière n'embauchent pas et que derrière on aura dans ce message aussi des carnets de commandes et de la croissance, on s'en sortira pas. Donc là aussi, il y a un coup aussi à jouer du côté des entreprises pour avoir confiance en l'avenir et aussi pouvoir embaucher des personnes et elles-mêmes les accompagner dans le cadre de la formation.
Merci beaucoup. Ah bah voilà, Monsieur Marguerite, vous avez le droit un petit peu plus de temps. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire ma collègue de l'UNSA, mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, ma vision, elle a changé. Avant de prendre les responsabilités à la région de la formation et de l'apprentissage, je pense que je partageais en partie la phrase. Je pense que penser que les plans de plan 500 000, les différents plans étaient des plans qui étaient faits pour ajuster, des plans quantitatifs, pour ajuster les chiffres du chômage de façon opportune. Je crois qu'on peut se dire les choses franchement, on est un certain nombre à l'avoir pensé. Et puis, je parle sous le contrôle de mes collègues vice-présidents. On n'est pas forcément très nombreux à être candidats au poste de vice-président à la formation et à l'apprentissage, tant c'est complexe. Tout à l'heure, la haut-commissaire parlait de calvaire bureaucratique. Je trouve que la formule est assez adaptée en matière de formation. C'est d'une technicité incroyable. Tous les jours, quand on s'engage dans cette responsabilité, on apprend un nouveau sigle, une nouvelle instance. Je crois qu'il y a jusqu'à 21 schémas qui traitent de la formation dans la région. 21 schémas. Certains parlent de recentralisation par les normes d'ailleurs, tant il y en a. Et pour autant, malgré ce constat, je suis convaincu après 2 ans d'action, après qu'Hervé Morin, région Normandie, m'ait confié cette responsabilité, que si la volonté politique ne peut pas tout, c'est qu'elle peut beaucoup, et en matière de formation en particulier. Et j'ai pu le constater tant en matière de formation initiale, avec l'apprentissage, puisque une des premières mesures qui a été prise dans la région, ça a été de relancer massivement l'apprentissage avec un Grenelle de l'apprentissage, un plan massif qui porte ses fruits 2 ans plus tard, avec plus de 7% d'apprentis cette année, un plan qui a agi sur plusieurs leviers, qui a fait de la vraie co-construction, tant avec les entreprises, les CFA, les apprentis, qui a communiqué massivement autour d'une bannière apprentissage voie d'excellence. C'est vrai également en matière de formation professionnelle, puisque nous nous sommes lancés dans des diagnostics territoriaux. Ma collègue Georgette Bréard le disait tout à l'heure, les régions, avec leurs compétences développement économique, ont cette faculté à opérer des diagnostics territoriaux qui sont les plus fins possibles, les plus précis possibles, à effectuer cette régulation pour assurer une réactivité de la carte. 18 conférences territoriales dans ma région, 8700 places qui ont été commandées cette année concrètement et qui correspondent directement aux besoins des territoires. Je crois que dans l'ensemble, on a une carte de formation qui est plutôt réactive, qui correspond plutôt aux besoins des entreprises, en tout cas qui peut encore s'améliorer bien évidemment, mais qui s'efforce de correspondre le plus possible aux besoins des territoires et des entreprises. Mais je crois que ça fera l'objet d'une autre question. Ma conviction, après 2 ans d'action, c'est que c'est la question de l'orientation qui est une question essentielle, parce qu'on peut ouvrir toutes les places de formation qu'on veut, elles peuvent correspondre exactement à tous les besoins des entreprises, mais si on n'est pas en capacité d'orienter les jeunes vers ces métiers qui recrutent sur les territoires, alors tout ce qu'on aura fait en matière de construction d'une carte de formation initiale et continue adaptée ne servira à rien. Je profite pour saluer Michel Guisenberg, qui est président de WorldSkill. Et je termine, parce que je vois que le sablier, mais j'ai eu droit à une petite rallonge grâce à ma collègue. Parce que ça, c'est très concret, ce qu'il fait, Michel Guisenberg. Parce qu'il met à l'honneur les jeunes avec les Olympiades des métiers. Et quand on voit les gamins qu'il promeut, dont les valeurs sont belles, le talent est exceptionnel et le courage est grand, et bien là, on a des modèles et on a des déclics qui se produisent vers les métiers qui recrutent. Et je voulais le saluer parce que moi, depuis 2 ans, j'ai découvert avec lui les Olympiades et je crois qu'on a trouvé là un formidable vecteur pour la formation, pour les jeunes et pour rendre à ces jeunes leur fierté de trouver un métier, le geste bien fait, cette passion du geste bien fait, et je crois que ça c'est essentiel. Merci beaucoup, Monsieur Marguerite. Est-ce que d'autres personnes voudraient intervenir sur cette phrase? Plutôt un commentaire. Très bien. Merci. C'était un très long jeton. Vous avez récupéré un petit peu de temps de l'UNSA, un vrai cadeau de l'UNSA, vous pouvez remercier. Tenez, oui, des alliances. Bonjour à tous. 2 réflexions courtes. La première, la formation crée des emplois de formateurs. Ce qui est déjà pas mal. Sinon, voilà quoi. Et deuxième réflexion, plus on pense la formation par rapport aux besoins en compétences des entreprises, et plus on a de chances de réussir l'insertion professionnelle. Il y a un dispositif qui a été créé le 7 janvier 2009, qui s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi, qui donne 85% de chances de s'insérer dans la vie professionnelle et qui part du besoin de l'entreprise pour calculer un parcours de formation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Potier. D'autres réactions? Oui. Vous voulez combien de temps? Allez, on va prendre le plus long, on va voir. 2 minutes, très bien. Peut-être moins.
Je voudrais juste réagir à ce que vous venez de dire, monsieur, concernant le lien entre l'orientation, la formation et ce qu'on peut proposer, en tout cas aux personnes qui sont soit en insertion, soit en réinsertion professionnelle, par rapport à l'expérimentation grande école du numérique. Effectivement, dans le numérique, les chiffres sont flagrants. L'étude d'Adares explique que 50 000 postes sont non pourvus en 2015, que si on continue à former comme on forme, il y aurait 200 000 postes non pourvus en 2022. Et pourtant, c'est un secteur où il n'y a pas d'appétence, il n'y a pas d'attraction pour les jeunes pour ces métiers-là, que ce soit des jeunes qui sont infra-bac ou qui ont le niveau de bac, ou même peut-être pour certains qui ont fait des études supérieures. Donc, aller orienter ces personnes vers des métiers où il y a des besoins en compétences, où les entreprises souhaitent recruter et n'arrivent pas à trouver les talents, c'est compliqué. Donc, on fait plein de réformes, on dépense beaucoup d'argent, et ça ne sert pas à grand-chose si, en tout cas dans le cas de la grande école du numérique, puisque c'est une action publique et gouvernementale de l'ancien gouvernement, il y a eu quand même il y a des dépenses, il y a des résultats. Il y a 10 000 personnes qui sont en formation, et sur ces 10 000 personnes qui sont en formation, grâce aux 400 formations labellisées partout en France, il y a 64% qui sont sortis positifs après 10 mois, alors qu'ils partent à un niveau vraiment inférieur, avec un bac ou sans bac, vers des métiers où il y a du recrutement pour eux, partout en France. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important, qu'il faut souligner. Ça veut dire que si on lie les besoins en compétences à la formation, et si on propose un projet, on peut s'en sortir. Et la réforme a du sens. Merci beaucoup. Merci, Madame Gosselin. Je vais vous proposer, alors, si personne d'autre veut intervenir, de passer à la deuxième phrase polémique. Sachez que tous les intervenants ont reçu à l'avance ces phrases polémiques-là. Les phrases qui ne sont pas prévues, c'est celles qui viendront du public. Deuxième phrase, le hashtag c'est changement, vous pourrez toujours faire vos commentaires dessus. Dans ces négociations, on pense dispositif, simplification, financement. On se pose moins de questions sur la méthode pour accompagner tous ces changements. Alors, vous pouvez voter. Prenez quelques secondes. Et je vais proposer aux personnes sur scène de montrer leur pancarte pour témoigner un petit peu leur avis. Merci beaucoup pour le son. Alors, plutôt pas d'accord ou quelques personnes... Alors là, c'est plus partagé que tout à l'heure. Donc, sans avis. Plutôt d'accord et pas d'accord. Donc là, c'est moins tranché, les avis. Voilà. Je vais vous proposer, enfin, je vais proposer à ceux qui le désirent, de prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Allez-y. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais miser un jeton vert pour essayer de récupérer un blanc en étant assez court. Je pense qu'il faut qu'on arrive à concevoir cette réforme comme une vraie conduite de changement. Il faut qu'on arrive à la concevoir comme telle au niveau national dans la façon dont on peut gouverner cette réforme, comme il faut qu'on la pense au niveau micro, y compris jusque dans l'entreprise, en termes de conduite de changement, ce qu'on sait pratiquer de façon assez régulière dans l'entreprise. 4 points pour la CFDT pour essayer de la concevoir comme telle. Le premier, c'est il faut d'abord s'appuyer sur ce qui marche. On a des éléments de changement qui ne sont pas très anciens, et donc il faut s'appuyer là-dessus pour aller plus loin. Il faut penser tout de suite la période de transition quand on conçoit des changements à venir. Donc quand on voit des nouveaux dispositifs, quand on négocie des changements, il faut qu'on pense à la transition en tant que telle. Je pense qu'il y a un des éléments importants, c'est qu'il faut qu'on arrive à concevoir l'outillage et l'accompagnement des acteurs en même temps qu'on conçoit les innovations et les changements qui pourront se produire dans le cadre de cette réforme-là. Et puis le dernier point qui me semble très, très important, c'est ce qu'on se fixe comme objectif généralement, mais on n'y arrive pas souvent, c'est se donner des critères d'évaluation dès l'entame des discussions pour faire en sorte d'avoir un suivi qualitatif au changement qu'on veut opérer. Et donc du coup, on est vraiment sur cette optique-là, dans la façon dont on perçoit les enjeux de la réforme à venir, ce qui veut dire qu'on peut avoir beaucoup d'ambition, on peut vouloir innover, on peut vouloir amplifier les éléments de réforme. Ça ne nécessite pas systématiquement de toujours pousser à la rupture ou de concevoir les changements comme des bing-bang.
Là-dessus, il y a un des éléments importants qui nous semble être, de ce point de vue, la réforme qui nous attend. Il y a eu un gros changement en 2013-2014. Il y a de l'innovation, il y a de l'amplification. Il n'y a pas forcément du Big Bang à tous les étages. Donc j'ai voté jaune. J'espère qu'on tournera vers le bleu ou le vert dans quelques mois sur ces questions-là. Merci beaucoup pour votre pile poil dans les 2 minutes. Super. D'autres? Ah, vous avez plutôt choisi les 30 secondes. Un commentaire sur la phrase. Tenez. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, un commentaire, parce que vous avez vu, j'ai voté blanc. Pourquoi j'ai voté blanc? Parce que je trouve que la question, elle m'intéresse assez peu. En tout cas, elle intéresse assez peu mon organisation. Parce que ce qui intéresse mon organisation, y compris dans le cadre des négociations anciennes et à venir, ce sont les objectifs qu'on se donne justement pour répondre aux besoins à la fois des personnes dans toute leur diversité, du jeune à l'actif, quel que soit là où il travaille, là où il vit, et ensuite au privé d'emploi, et puis également en lien avec bien évidemment le besoin du développement économique, du développement harmonieux des territoires. Donc pour moi, ce sont les objectifs qu'on veut atteindre qui priment, et ensuite, quand on a bien clarifié les objectifs et qu'on est bien dans la volonté de justement répondre à l'intérêt général, on trouve de bonnes méthodes. Et c'est ce qui a manqué à la précédente réforme, et c'est pour ça qu'on s'est embourbé dans une méthode de liste complètement inefficace. Merci beaucoup. Heureusement, on va supprimer bientôt. Merci beaucoup. D'autres? Alors, là, c'est plutôt un jeton vert, 2 minutes d'intervention. Allez-y, tenez, je vous passe un micro. Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai pris 2 minutes, mais j'espère ne pas aller jusqu'au bout. Je partage tout à fait l'avis de Catherine sur le sujet. C'est-à-dire qu'il faut se centrer non pas sur les dispositifs, les financements, les circuits qui sont compliqués, avec des organisations qui sont faites pour gérer cette complication et des entreprises qui espèrent de ces organisations qu'elles vont les aider à gérer les complexités du système. Je pense qu'à la base, il faut se centrer sur le client final. Et le problème de la formation, c'est que mon sentiment est que ceux qui accèdent à la formation sont peut-être ceux qui en ont le moins besoin. Quand on regarde les alternants, on a fait un sondage à la NDRH, il y a à peu près 500 DRH qui ont répondu. On s'aperçoit que la majorité des apprentis dans nos entreprises sont d'un niveau Bac+2 ou plus. Quand on regarde l'utilisation par les salariés du CPF, on s'aperçoit que ceux qui l'utilisent sont le plus souvent des cadres ou des personnes relativement élevées dans la structure des entreprises et qui ont déjà un niveau de formation initiale important. On s'aperçoit que 2 tiers des cadres suivent une action de formation par an alors qu'il n'y a qu'1 tiers des ouvriers qui en font une. Et idem sur les chômeurs, on s'aperçoit que l'employabilité est beaucoup plus facile pour des personnes qui ont un niveau de qualification élevé. Et c'est pour ça que je suis assez prudent sur le CPF, car je crois que avec le souci d'égalité qu'il affiche, il est en fait assez souvent un instrument qui creuse les clivages. Merci beaucoup. Merci Monsieur Charles pour votre intervention. D'autres personnes voudraient réagir par rapport à cette phrase? Alors, juste préciser un point, ces phrases ne reflètent bien entendu aucune opinion. L'objectif, c'est vraiment de faire réagir nos différents intervenants. Alors, avant de passer à la prochaine phrase, je voudrais quand même demander le résultat du vote de la salle par rapport à cette phrase. Est-ce que vous avez quelques éléments? Tout à fait d'accord. Voilà. C'est une réponse un petit peu plus dans l'accord et dans l'adhésion sur cette phrase. Merci beaucoup. Je vous propose d'aller vers une prochaine phrase polémique. Voici la prochaine phrase polémique. La question des observatoires qui a été abordée plusieurs fois dans les entretiens préparatoires avec les différents intervenants. Si vous voulez commenter, #observatoire. Garantir une vision territoriale et une stratégie partagée au sujet des compétences et des nouveaux métiers, ça passe par le fait de se doter d'observatoires indépendants. Je vais vous proposer d'abord dans la salle de pouvoir voter et éventuellement poster vos commentaires. Ça fait du bien, un peu de musique, 4 heures ensemble.
Alors, je vais vous proposer maintenant, merci Pierre, je vais vous proposer de voir les votes des différents intervenants. Ah, plutôt du d'accord, un pas du tout d'accord de Madame Perret. Voilà. Pas d'accord en minorité. Peut-être que vous aurez le temps d'argumenter. Qui voudrait prendre la parole? Oui, Madame Poivet. Alors, je reviens avec le sablier et je vais vous prendre un jeton. Voilà. Merci beaucoup. Ah, alors, il y a beaucoup de choses en même temps à prendre. Voilà, très bien, merci. Bonjour à chacune et à chacun. Pardon de ma voix. Alors, je vais peut-être faire un échange de jetons avec mon voisin. Et je vais parler peu, donc il pourrait profiter de mes longs jetons et je garderai les courts. C'est un enjeu. Alors, pourquoi moi j'ai voté entre tout à fait d'accord, parce que c'est le mot indépendant. Je veux rester sur observatoire. C'est un enjeu clé. Et on en fait dans notre négociation actuelle un enjeu tout à fait clé. Et il est évident que pour pouvoir travailler, d'ailleurs co-construire avec les régions, nous avons, nous, les acteurs économiques, à renforcer considérablement nos observatoires. À la fois les renforcer chacun, individuellement, pour chaque branche, mais ensuite les consolider aussi, pour ensuite les consolider avec vous, et aussi avec, bien sûr, les données nationales, et je dirais même internationales, pour pouvoir vraiment se bâtir des visions et des stratégies. Et nous sommes déterminés à nous donner les moyens pour cela. Les moyens, c'est à la fois une gouvernance politique paritaire renforcée sur le sujet du développement des compétences dans nos secteurs d'activité économique, et les moyens, les ressources pour cela. C'est fondamental. On ne pourra pas construire une politique de formation initiale ou pour nos entreprises ou pour les demandeurs d'emploi, cette politique de formation professionnelle système que le gouvernement a voulu en mettant les 3 sujets ensemble sur la table aujourd'hui, sans à la base des observatoires qui soient véritablement professionnalisés et des éléments clés, des outils clés au service de la politique de formation professionnelle de nos branches et de nos territoires. Merci beaucoup. Alors, un jeton plutôt... Prochain. Vous voudriez intervenir en prix? Tenez. Alors, je vais vous donner un micro. Là, ça vous donne 2 minutes. C'est bon? C'est trop? Alors plutôt le 30 secondes avec oui, le jeton blanc. Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Moi, j'ai voté presque d'accord parce que effectivement, si on veut pouvoir gérer les expertises au niveau du territoire et au niveau des emplois, nous avons, nous, proposé dans le cadre de cette négociation qui est à côté de l'endroit où on recollera tous ces résultats des branches, du territoire, etc. au niveau national, qui ait un comité d'experts et scientifiques qui puisse dire si la méthode est la bonne. Parce que tout est une question de méthode aussi à un moment ou à un autre. Et donc, il faut effectivement qu'il y ait ces 2 côtés. Parce que le métier, bien évidemment, le territoire, il est connu par les entreprises, mais aussi par les différents observatoires. Hein. Je pense aux OREF, je pense aux observatoires des métiers. Et puis, il faut qu'il y ait un comité d'experts et scientifiques qui disent oui, c'est la bonne méthode ou non, ce n'est pas la bonne méthode et c'est les bonnes analyses ou non. Donc, votre conclusion, voilà, c'est le comité d'experts. On se posera derrière la question de la sélection des experts, mais en tout cas, votre réponse est très claire. Je vous donne la parole. Très brièvement, moi je tenais à dire que j'étais totalement d'accord avec Florence Poivet, mais pas simplement parce que c'est bon pour la négociation en cours, mais aussi parce que ce qu'elle a dit correspond exactement à la réalité de ce qui se fait sur le terrain aujourd'hui, la co-construction avec les régions. Moi j'ai tiqué un petit peu aussi sur le mot indépendant. On a les CARIFOREF, on travaille, on a des observatoires qu'on partage, des données qu'on croise sur le numérique et sur d'autres domaines. Et c'est pour ça que j'ai voté complètement d'accord avec la petite nuance sur indépendant, donc on est complètement en phase. Merci beaucoup. Aussi 30 secondes. Très bien, Madame Gireb, je vous donne la parole. Merci. Oui, la question, elle est effectivement les acteurs, comment ils fonctionnent ensemble et comment ils s'écoutent.
On l'a vu dans le cadre de la négociation qu'on a en ce moment. Hein. Si vous ne vous écoutez pas, si tous les acteurs, on ne s'écoute pas et on ne va pas l'un vers l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Donc on n'est pas sur une question d'observatoire indépendant. Il y a déjà des tas de structures qui existent, on a des tas de rapports, on sait exactement un petit peu où sont les problèmes. Les problèmes, c'est comment on travaille ensemble et qui fait quoi et comment. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Vous étiez à 30 secondes, oui, 2 minutes oui, plutôt si 30 secondes, voilà. très bien. Je réagis au mot garantir une vision territoriale, le côté stratégie partagée et sur les compétences. Pour reprendre une autre casquette sur ma présence aujourd'hui concernant la coalition française en faveur des compétences numériques. Et c'est exactement le genre de choses où à la fois il y a des acteurs de tous les terrains, puisque c'est une initiative de la Commission européenne qui a été lancée en 2016. Il y a 17 coalitions européennes, la France est la dernière qui a été créée. La dernière coalition qui a été créée. Et donc, en partant d'un constat flagrant, toujours ces manques d'emploi dans le numérique, 20% de chômage de jeunes dans l'Union européenne et 45% de citoyens européens qui sont des illettrés digitaux. Et donc, le rôle de la coalition française a été vraiment triple, c'est-à-dire que nous, on travaille à identifier, à promouvoir des initiatives et des bonnes pratiques. On ne va pas inventer quelque chose. Il y a des choses qui se font dans les régions, dans les territoires. On ne va pas écrire un énième rapport, pas du tout. Et on va aller vraiment travailler à fédérer et travailler avec l'ensemble des acteurs, et c'est des acteurs qui peuvent être des ONG, des entreprises, qui peuvent être des organismes paritaires, etc., etc. Donc voilà. Donc je réagis au côté vision territoriale et ne pas inventer autre chose, mais aller voir ce qui a été fait et faire en sorte que ça marche mieux. Très bien. Je vous ai laissé un peu plus de temps. Tout à l'heure, vous aviez 2 minutes que vous n'avez pas complètement consommé, donc il n'y a pas de souci. Madame Perret, je vous laisse la parole pour 30 secondes et un commentaire. Alors pourquoi un carton rouge? C'est justement à cause du mot indépendant. Moi, je considère qu'il faut avancer dans le domaine de la GPECT, c'est-à-dire la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales, et que pour ce faire, on ne peut pas faire de GPECT si on n'a pas une vision très précise des choix stratégiques en matière de développement dans les entreprises. Et donc que ça passe par la négociation collective et qu'il faut qu'au contraire, dans les entreprises, on négocie, on partage, en s'appuyant y compris sur les premiers experts au travail que sont les salariés, pour voir quels vont être à 5 ans, 10 ans, les besoins des entreprises et ensuite le mettre en harmonie avec le développement des territoires. Et donc ça passe obligatoirement par des commissions paritaires de branches où sont autour de la même table des représentants des salariés et des représentants des organisations patronales. Et donc nous ne sommes pas pour une agence indépendante parce qu'elle n'est jamais indépendante. Elle est toujours économique. D'accord. Alors je vais donner la parole. Il y a 2 personnes qui veulent prendre la parole. Vous aussi ici. Ce sera plutôt quelle durée? 30 secondes chacun. Très bien. Eh bien, j'arrive. Je vais vous prendre un micro quand même. Tenez, voilà. Allez-y. Oui, merci. Oui, la place des observatoires, effectivement, et mes collègues le disaient tout à l'heure, il est prégnant dans notre négociation. Il est bien évident qu'on n'est ni dans une négociation en sol, ni dans une négociation, on va travailler en silo, où les personnes vont rester les uns chez les uns pour pouvoir gérer la formation professionnelle. Estelle Sora le disait tout à l'heure, on est obligé effectivement d'avoir des observatoires qui nous permettront de réagir rapidement sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas. Donc les observatoires, c'est un point essentiel. Et Catherine, je rejoins ce que tu viens de dire là. Il y a aussi les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, qui là sont les observatoires qui permettent une vision vraiment au niveau du bassin d'emploi pour les salariés, pour savoir effectivement comment ils peuvent trouver un métier dans leur bassin d'emploi, parce qu'on sait qu'on n'est pas mobile, on l'a vu tout à l'heure. Et donc ces observatoires-là, qui sont plus des observatoires professionnels, bien évidemment, sont également les observatoires qui sont extrêmement intéressants. D'accord, merci beaucoup. Je vais donner la parole à M. Bogas qui voulait... C'est fait, très bien. Pardon. Je vois, vous vouliez prendre la parole, M. Puy-de-Bois. Oui, très rapidement. 17 CARIFOREF, 147, Merci. Je crois, observatoires des métiers et des qualifications dans les branches. Donc le sujet, ce n'est pas des observatoires avec un S, indépendant avec un S, c'est d'avoir une capacité d'observation et de prospective collective renforcée. Et pour
promouvoir une GPEC, y compris au niveau des territoires. Donc là, on ne peut que se féliciter que ce sujet-là soit mis en exergue dans les travaux des partenaires sociaux qui sont en cours. Et on peut aussi espérer, comme l'a indiqué la haut-commissaire tout à l'heure, que le plan d'investissement compétences pourra contribuer à ce qu'on ait aussi des données et des systèmes d'information qui permettent de partager ces travaux de prospective dont on sait que nous avons besoin. D'accord, donc pensez aux capteurs en même temps que pensez à la politique publique pour récupérer les données au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres désirs d'intervention? Alors je vous propose d'avoir les résultats des votes de la salle pour comparer un petit peu à ce qui se pose ici sur l'estrade. Vous êtes là encore plutôt dans le d'accord ou tout à fait d'accord. Voilà. Ah, c'était d'accord. Alors, on va revenir, si vous voulez, si vous pouviez afficher les résultats de hashtag observatoire. Voilà. Alors ça, c'est la phrase. Maintenant, est-ce que ce serait possible d'avoir les résultats, s'il vous plaît, venus de la salle? Oui, ça fait 60 d'accord contre 32 pas d'accord. Bon, le double d'avis plutôt d'accord. Voici votre opinion dans la salle. N'hésitez pas à envoyer des commentaires qui seront traités plus tard à travers le hashtag observatoire. On a eu trois phrases jusqu'ici qui étaient polémiques. Les personnes intervenant sur scène avaient ces phrases à l'avance. Je vais vous proposer maintenant de mettre sur l'écran une phrase qui vient de la salle, qui a été proposée par la salle, en sachant qu'il y a une régulation de l'équipe du Centre Info. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, afficher la salle, la phrase qui vient de la salle? Alors, voici la phrase que vous pouvez lire ici sur scène. Alors, je vais vous proposer dans la salle de voter sur cette phrase. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Un petit temps de respiration pour voter. Et je vais vous proposer de faire de même, s'il vous plaît, sur scène. Quel est votre point de vue? Comment vous positionnez-vous par rapport à cette phrase polémique? Ben oui. Écoutez, il y a plutôt du sans-avis. Hein. On est d'accord parce que c'était sous forme de question. Est-ce que... Effectivement, alors il y a des commentaires aussi, juste en bas. En fait, la formation professionnelle peut être aussi de la formation initiale. Je vais vous proposer quand même, est-ce qu'il y a des personnes qui désirent commenter cette phrase? Oui. Tenez, monsieur Dumont. Avec un micro, ça serait bien. Eh bien, il est juste là, voilà. Allez-y. Oui, pour notre organisation syndicale, et nous l'avons rappelé tout le long de la négociation, que ce soit d'ailleurs sur l'apprentissage ou que ce soit sur la formation professionnelle, on ne fait pas de différence entre la formation initiale et la formation continue, dans le sens où les deux concourent à la même chose, c'est-à-dire à donner une formation à un individu. Que ce soit sur les formations longues ou que ce soit sur les formations simplement d'adaptation ou de maintien au poste de l'emploi qui est aussi importante. Donc cette formation c'est cette question qui veut effectivement qu'on se pose la question de la raison du chômage, nous l'avons traité par le sens plutôt effectivement de l'orientation. L'orientation qui est faite au plus jeune niveau, au plus bas niveau de l'enseignement, c'est-à-dire à partir, ce qu'on avait proposé, à partir de la 4e et qui pourrait être porté jusque même la terminale. Dans le rapport que nous avons eu hier, donc c'est tout frais, qui nous a été donné sur l'apprentissage, on voit que la notion de la 4e a été reprise, puisque 4e, 3e, on aura effectivement
une orientation qui sera poussée, plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Ça n'a pas été repris après pour aller plus loin, mais peu importe, c'est déjà un bon début. Et nous pensons que cette orientation, elle est primordiale. Il faut effectivement, si on veut que l'apprentissage soit dans un niveau d'excellence, ou du moins, au minima, à atteindre le même niveau qui est aujourd'hui celui de la conduite d'études comme on la connaît traditionnelle, il faut que l'information qui soit donnée aux jeunes soit une information complète. Et pour être une information complète, quand on parle à un jeune qui a 14-15 ans, bien évidemment, le monde du travail, c'est quelque chose qui lui est complètement abscon. Et en plus, il a une vision du monde du travail qui est celle de ses parents, qui peuvent très bien ne pas en avoir ou qui peuvent vivre très mal le monde du travail. Et donc, on pense que cette information est quelque chose de primordial dans l'orientation, qui doit être une orientation qui est faite avec, bien évidemment, des professeurs de l'éducation nationale normale, mais également avec des personnes qui viennent du monde de l'apprentissage, ou alors qu'il y ait une formation, mais la formation, ça y est, c'est acquise, puisque les professeurs auront une formation maintenant sur l'apprentissage. Merci beaucoup. Merci. D'autres, vous voulez un commentaire? Très bien. Je cherche, voilà, la partie commentaire, et je vais vous donner le micro. Tenez. Donc pour la CFE-CGC, nous on pense que c'est pas un ou, c'est un et. Donc sur la formation initiale, quand on sort sans lire, sans savoir lire, écrire et compter, c'est difficile de s'orienter. Ça concerne quand même 20% d'une classe d'âge. Après, aller sur la formation professionnelle, aujourd'hui on sait que c'est par défaut. Et globalement, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Donc tout l'enjeu de cette réforme, c'est de faire que sur la formation professionnelle, ça soit des gens qui soient en grande majorité motivés et qui ont les compétences pour pouvoir évoluer. C'est pour ça que nous, on défend la notion de niveau Bac-3, Bac+3, avoir un continuum si on a l'apprentissage. Mais nous, on se bat contre l'idée que l'apprentissage, c'est forcément l'insertion. Ça doit être un moyen soit de continuer ses études, soit de s'insérer dans la vie professionnelle. Et donc, c'est bien une question de niveau et d'orientation. Très bien, merci beaucoup. Votre propos, tenez, plutôt 30 secondes. Pardon. Allez-y. Juste une observation, il y a un autre chiffre qui nous interpelle beaucoup et dont on va parler dans notre négociation, c'est la rupture de l'apprentissage, des jeunes en apprentissage. Et il est évident que face à ça, et je regarde Michel Guizambert en disant cela, on a à progresser dans l'orientation, tu l'as évoqué, mais aussi dans l'accueil du jeune dans les entreprises, dans la façon dont il va pouvoir découvrir les métiers en amont et pas lorsqu'il est en situation réelle, et aussi dans ce trio qui nous paraît absolument indispensable de conforter, de consolider son référent dans l'établissement. Lui, bien sûr, le jeune qui est au cœur de tout, et puis son maître d'apprentissage. Ce trio, il faut le consolider. Il faut absolument qu'on arrive à éviter ce chiffre de plus de 25% de rupture en apprentissage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autres commentaires ou propos sur l'estrade? Très bien. Je vais vous proposer d'aller vers une prochaine phrase polémique qui nous permet d'avancer un petit peu plus dans différents sujets autour de la réforme et de la formation professionnelle. Vous allez pouvoir utiliser le hashtag individualisation. À force de valoriser l'individualisation, on en oublie la richesse du collectif. Voilà. Je vous propose de voter. Là encore, 30 secondes de respiration. Et puis je vais proposer, merci beaucoup Pierre, je vais proposer aux personnes sur scène de voter. Alors vous n'êtes pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. On va plutôt dans le sens du d'accord, ici avec trois personnes qui ne partagent pas l'avis posé par la phrase. Qui voudrait prendre la parole sur ce sujet? Madame Perret, je vais vous donner 2 minutes. Allez-y. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette phrase parce que justement, c'est malheureusement le sens dans lequel on est en train de s'engager dans le cadre de la négociation et de la réforme en lien avec la lettre de cadrage qui a été fixée par le gouvernement pour ouvrir cette négociation. Aller de plus en plus
vers un individu qui doit être laissé seul pour gérer son employabilité, sans accompagnement, seul également par rapport aux inégalités que ça suggère, avec la question du chèque formation qui est posé sur la table de négociation. Donc je pense que effectivement cette phrase reflète un grand danger que de laisser les gens se débrouiller tout seuls pour assumer seuls leur formation tout au long de la vie. Et on sait que c'est créateur d'inégalités, que c'est souvent ceux qui sont les moins formés, ceux qui ont moins de bagages, ceux qui travaillent dans les plus petites entreprises, qui ont moins de chances justement de s'en sortir dans ce cadre-là. Alors, face à cette individualisation à outrance, il y a un dispositif formidable qu'on doit tous ensemble conforter et préserver et qui est remis en cause, malheureusement, par Madame la Ministre et la réforme de la formation professionnelle, c'est le congé individuel de formation. Et le plus beau des dispositifs qui crée du collectif, eh bien c'est ce congé individuel de formation qui a permis à 500 000 personnes d'être accompagnées et de construire un projet à leur initiative en maintenant justement le lien par le contrat de travail à leur entreprise. Il faut vraiment tous ensemble qu'on se mobilise pour défendre ce congé individuel de formation. Merci beaucoup. Bonsoir Madame la Ministre, bienvenue. Juste vous expliquer vite fait les règles du jeu. On vit un moment de démocratie, à savoir 13 personnes sur scène avec un temps égal de prise de parole, soit 2 minutes, soit 30 secondes, et la réaction par rapport à des phrases polémiques que l'on présente au fur et à mesure qui nous permettent d'appréhender l'ensemble du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Trois autres interventions, visiblement cette phrase, elle remporte du succès. Qui voudrait commencer? Allez-y. Oh, je vais peut-être vous donner un micro qui se balade. Voilà. Tenez. Je prends le micro de Catherine, il est encore chaud. Oui, sur cette question d'individualisation, effectivement, on peut toujours s'étonner de se dire, oui, on parle de l'individu, on ne parle pas du collectif. Je sais bien que quand on veut parler politiquement correct, il vaut mieux parler du collectif, ça fait bien. Mais la vie de maintenant, elle n'est plus là. La vie de maintenant, c'est effectivement les individus qui, seuls, décident de ce qu'ils veulent faire. Et c'est pour ça que la formation tout au long de la vie, elle s'adresse bien aux personnes. Elle ne s'adresse pas au collectif, elle s'adresse à eux, de ce qu'ils veulent faire de leur vie, de où ils veulent l'emmener, où ils veulent l'emmener demain, changer de métier, reprendre une autre, devenir auto-entrepreneur, redevenir salarié, devenir patron. Tout peut se faire par rapport à ça. Et donc, on parle bien à l'individu. De toute façon, c'est le cas de nos sociétés d'aujourd'hui. Pour autant, lorsqu'on fait une formation, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit ailleurs, on se retrouvera de toute façon dans un collectif. Et cette formation nous permettra de pouvoir s'intégrer au collectif, s'intégrer à une équipe, parce que j'aurai les compétences qui me permettront effectivement de pouvoir être en adéquation avec l'équipe. Et dans l'équipe, si je suis dans une entreprise, c'est aussi dans mon entreprise. L'entreprise, c'est une collectivité, mais qui est la masse d'individus qui ont leur propre, effectivement, intérêt, qui ont leur propre faculté de se dire, moi, j'ai envie, moi, d'aller vers ça ou vers ça. C'est dans ce sens que la formation professionnelle, la réforme qu'on est en train de mettre en place, effectivement, se fait. Lorsqu'on entend, effectivement, que, du coup, on va laisser l'individu seul face à lui-même, il va être devant quelque chose, un marasme terrible, quand on sait que la formation, c'est les affaires d'experts, non, il y a derrière, il y a derrière, donc, des moyens qu'on a mis en place pour pouvoir l'aider justement, que ce soit le CEP, que ce soit effectivement les OPCA, que ce soit Pôle emploi, même par l'intermédiaire de ces réseaux lorsqu'on a affaire à des chômeurs, que ce soit les maisons de l'emploi et ainsi de suite. Il y a plein de réseaux qui vont être là pour l'accompagner, pour l'aider, mais pas pour prendre à sa place la volonté qu'il va avoir de s'en sortir et de faire quelque chose de sa vie. Merci beaucoup, vous étiez en plein dans les 2 minutes. Parfait, monsieur. Je donne la parole à Madame Poivet et je crois que monsieur Bogas voudrait intervenir après. Allez-y. Alors, suite à l'un et à l'autre, pour nous, c'est l'enjeu. L'enjeu dans cette réforme, dans cette négociation, c'est de trouver le bon équilibre. Le bon équilibre entre plus d'autonomie, permettre à chacun, comme Maxime l'a exprimé, de pouvoir construire le parcours qu'il a envie de construire pour lui-même, de façon plus autonome, de façon plus éclairée. Donc ce qui va dans ce sens nous convient très bien. Mais il est évident que l'individu, il est part d'une communauté. En tout cas, quand il est salarié dans une entreprise, il est part d'une communauté. Et que
la communauté d'entreprise reste quand même, qu'on le veuille ou non, le lieu le plus connu, le plus identifié, pour être celui qui incite, qui accompagne, qui éclaire, qui donne envie, et qui trace aussi, qui trace des trajectoires. Alors, le salarié ne voudra pas forcément construire son parcours uniquement dans l'entreprise, mais à travers son propre parcours, à travers celui de ses compagnons de travail, il a là, dans l'entreprise, des exemples qui peuvent l'inspirer. Et donc, on aura très à cœur que cette autonomie renforcée donnée à chacun puisse aussi venir au service d'une co-construction avec les projets de l'entreprise et que ça puisse développer le dialogue, un dialogue social dans nos entreprises, en particulier nos TPE et nos PME, autour de cette montée en compétences de chacune et de chacun au service de la stratégie de l'entreprise, qu'on grandisse ensemble, chacune et chacun, et l'entreprise elle-même. Merci beaucoup. Merci Madame Poivet. Je vais donner la parole à Monsieur Bogat. Alors vous voulez... Ah, très bien, j'aurais dû prendre le... Bon, allez, juste quelques mots, puisque j'ai pris 30 secondes. Il faudrait... moi, j'oppose à l'individualisation, en fait, le droit individuel. Un droit individuel. Chacun, ici, nous avons tous des droits en tant qu'individus. Et donc, j'oppose ça au droit individuel garanti collectivement. Et c'est bien parce que nous souhaitons qu'il y ait une garantie collective de son droit individuel que dans cette négociation, même s'il y a eu quelques demandes du gouvernement, nous nous sommes opposés à la monétarisation des heures du compte personnel de formation. C'est pour ça aussi que nous prônons un accompagnement renforcé, mais un vrai accompagnement dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle de l'ensemble des salariés, des demandeurs d'emploi, parce qu'à notre avis, il faut bien connaître les dispositifs et donc bien accompagner pour être libre de choisir. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Alors, je vais prendre le jeton de 2 minutes. Je vais vous donner la parole. Prenez le micro. Vous avez 10 secondes de rap, le temps que je retourne. Allez-y. Bon, alors, pour la CFE-CGC, il faut opposer individualisation et richesse collective. À l'heure actuelle, ce que les gens demandent, c'est d'être co-décideurs, de pouvoir davantage décider de la formation qu'ils vont faire et surtout du parcours. Après, s'il n'y a pas de cadre collectif, aujourd'hui, les gens qui dépensent de la formation, il y a à peu près 4% de ce qui est dépensé par des individus seuls. Donc à un moment donné, il faut les accompagner, il faut qu'ils co-construisent. Et pour nous, tout l'enjeu, c'est les CEP rénovés, donc le Conseil en évolution professionnelle rénové, et deuxièmement, la négociation en branche et en entreprise. Car aujourd'hui, le meilleur moyen de lutter contre l'obsolescence des connaissances et d'en acquérir de nouvelles, c'est quand même dans l'entreprise. C'est pas pour rien qu'il y a un grand débat sur l'alternance, ou pour l'insertion, c'est justement l'alternance. Parce que l'apprentissage, c'est un fait pédagogique, donc c'est justement l'entreprise. Donc l'entreprise doit être dans le creuset du sujet. Donc c'est de négocier. Aujourd'hui, les entreprises prescrivent plus qu'elles co-construisent. C'est tout le débat de quel poids elles vont laisser aux partenaires sociaux donc dans un cadre collectif pour gérer la notion d'abondement. Après, le CPF, le gouvernement veut le laisser à la main au maximum des individus. Ils pourront l'utiliser. Ils vont utiliser des choses tout seuls comme des grands sur Internet avec toutes les nouvelles possibilités. Mais si ce n'est pas accompagné, en fait, il n'y aura pas d'évolution dans leur parcours. Ça ne sera pas un levier. Ils auront appris des choses, seront montés en compétences, mais comment ça se traduit sur le sujet? Et pour nous, CFE-CGC aussi, à l'heure actuelle, le fait de dire on exonère de charges jusqu'à 1,6% du SMIC, en fait, c'est une trappe à la déqualification. Parce que les entreprises n'ont pas intérêt à former les gens, parce que les gens, quand ils sont formés, en fait, ils font un effort, ils veulent une reconnaissance, et tout le débat va être de comment on gère cette reconnaissance avec ce co-investissement qui sera leur part dans le CPF. Voilà pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Foucard. Merci. Je voudrais donner la parole à Monsieur Arnaud qui représente le CIRIEC. Tenez, allez-y. Merci. Alors, comme je fais partie des grands témoins, je vais apporter peut-être une vision plus sociologique ou politique à cette phrase. Je pense que ça le mérite.
Alain Rousset, tout à l'heure, évoquait le système mondial ultralibéral dans lequel nous vivions tous les uns et les autres. C'est un système, personne ne le conteste, qui est dominant. Mais c'est un système qui stimule la compétition, qui stimule le consumérisme et, in fine, l'individualisme, au détriment du collectif. Alors je crois qu'il faut, sur ce plan-là, inverser la tendance. Et je voudrais vous dire quelques mots, dans le temps qui m'est imparti, d'un sujet ou d'un thème qui est au cœur des réflexions du CIRIEC, c'est l'économie sociale et solidaire. Parce qu'on ne l'évoque pas trop souvent, mais l'économie sociale et solidaire, sous ses formes diverses, il y a quand même 164 000 entreprises en France, 221 000 établissements employeurs, près de 2 400 000 salariés, c'est-à-dire 14% de l'emploi salarié. C'est un secteur qui est un secteur économique à part entière et pas simplement un secteur confiné au social. Il contribue à hauteur de 10% du produit intérieur brut. Mais c'est aussi un secteur qui est tourné vers, en tout cas pour une grande partie, vers l'intérêt général et le collectif. Il fonctionne sur un fondement de valeurs, bien sûr, et il conjugue... Alors, non pas individualisation, mais plutôt personnalisation et collectif. Et c'est un secteur qui recherche la valeur humaine et non le rendement financier. Donc je crois que ça méritait effectivement dans ce colloque de l'évoquer, parce que ce secteur-là est parfaitement adapté aux transitions que nous vivons les uns et les autres, et il peut constituer effectivement le creuset d'une innovation sociale. Et je termine juste par un mot quand même, puisque le gouvernement a annoncé, en tout cas 3 ministères ont annoncé sous l'égide du Haut Commissaire à l'économie sociale, l'accélérateur national d'innovation sociale, qui va quand même sur le quinquennat mettre 1 milliard d'euros sur la table pour justement favoriser les start-up et tout ce qui contribue effectivement à l'innovation. Merci beaucoup. Merci Monsieur Arnaud. Vous avez votre fan club qui est venu avec vous, on dirait. D'autres intervenants? Oui, très bien. Alors, Monsieur Puydebois, vous avez votre micro et le sablier est en route. Merci. Je rebondis sur la phrase « richesse du collectif ». Vous savez, quand on est fonctionnaire au ministère du Travail, la richesse du collectif de travail, on connaît. On connaît ces dynamiques, on connaît les tensions, la force du dialogue social et son intérêt, sa valeur ajoutée. On sait aussi qu'on peut se former en situation de travail et que ça peut être extrêmement profitable, y compris aux individus, de s'inscrire dans ce cadre collectif. Donc, évidemment, dans le document d'orientation qui a été proposé par le gouvernement pour les partenaires sociaux pour négociation en novembre, il y a cette question de l'équilibre entre les droits individuels et une organisation plus collective du système de formation professionnelle. Ces sujets-là sont en débat, mais loin de l'idée, me semble-t-il, de l'État de faire une césure complète sur ces sujets-là. Vous l'avez indiqué dans votre sondage, le compte personnel de formation, qui est à l'initiative des personnes. Dans 31% des cas, je crois, vous expliquez que la démarche était décidée par la personne seule, mais du coup, dans une majorité des cas, elle était co-construite au sein de l'entreprise. Donc, il y a cette logique collective, mais on ne peut pas nier, la haut-commissaire l'a indiqué tout à l'heure, qu'il y a aussi des souhaits individuels qui ne croisent pas les besoins des compétences du moment, les priorités des branches, etc. Et qu'il y a besoin de lisibilité et de simplicité pour les droits individuels. Quand le niveau de prise en charge du compte personnel de formation est en fonction des OPCA à 41 € en moyenne, mais qu'il est de 34 € pour l'un ou de 62 € pour l'un pour des formations de type comparable, alors il y a un problème de lisibilité et d'accès à une formation sur initiative individuelle. Donc ce sont des équilibres qui sont en débat aujourd'hui et c'est important. Peut-être un mot sur le congé individuel de formation. Il bénéficie aujourd'hui à moins de 40 000 personnes. Le coût moyen d'un congé individuel de formation, qui comporte pour l'essentiel, c'est vrai, un coût de rémunération, c'est 25 000 €. 25 000 €, moins de 40 000 personnes, certes, pour des formations de plus de 800 heures, de reconversion,
mais est-ce que les besoins de reconversion dans notre pays, au vu de la dynamique de la transition numérique, écologique, doivent être juste satisfaits pour 40 000 personnes par an avec des formations d'une telle durée? Est-ce que la modularisation, la dynamique même de l'offre de formation, du découpage en blocs de compétences ne permet pas de s'organiser autrement pour aller vers ce qu'on disait tous au début, la nécessité d'une optimisation et d'une meilleure utilisation des dépenses de formation professionnelle? Tout ça, ce sont des enjeux au cœur du débat. Je suis pas loin de vous prendre un jeton de 30 secondes en plus. Alors, monsieur Charles, je vous propose de prendre la parole pour un commentaire. En 30 secondes. Je n'oppose pas personnellement l'individualisation et le collectif, mais je pense qu'il y a des actions de développement des personnes qui se conduisent au sein de l'entreprise et des actions de reconversion ou d'évolution professionnelle qui vont quelque part permettre à un salarié de quitter l'entreprise où il est pour faire autre chose. Il faut respecter l'équilibre entre les deux. Je suis convaincu en tout cas que la formation au sein d'une entreprise, quel que soit le désir d'autonomie parfaitement respectable des personnes, ne correspondra jamais à la somme des initiatives individuelles de ses salariés. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alors, je vais vous proposer, s'il vous plaît, et là en régie, je ne sais pas si vous devez m'entendre, de regarder les sondages du vote, comment la salle a voté à cette phrase, comment la salle a réagi face à cette phrase. Ah, plutôt pas d'accord. Alors, c'est toujours délicat, on est tous d'accord sur ce point, de traduire votre pas d'accord. Il peut signifier plein de choses. Du moins, ça donne une tendance. On utilisera vos commentaires avec le hashtag individualisation pour avoir plus d'éléments qualitatifs. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation à ces phrases. Je vais vous proposer d'aller vers une prochaine phrase polémique. C'est autour de la question du digital. On pose beaucoup la question du digital, on le lit souvent avec la question de l'innovation. La phrase est la suivante. Aujourd'hui, le smartphone est l'outil le plus efficace pour aider les bénéficiaires dans leur parcours de formation. Alors, un peu de musique, Stevie Wonder, merci, génial. 30 secondes, respiration, je vous propose de voter, et puis ensuite, on verra les votes des personnes qui sont sur scène. Alors, je vous propose, merci beaucoup, je vous propose de voter sur scène. Quel est votre avis? Ah, un sans avis plutôt, d'accord. Vous êtes d'accord que vous n'êtes pas d'accord avec la phrase, avec l'exception de Monsieur Charles. Très bien, et un sans avis. Vous vouliez prendre la parole peut-être? Oui, un commentaire? Ah d'accord, très bien, je vous donnerai, alors je laisse les 2 minutes ici, et puis il y a les 30 secondes qui sont quelque part, ah voilà. Je vais commencer avec Madame Poivet. Vous voulez faire un commentaire de 30 secondes. Merci. Ouais, très bien. Ah, il manque le micro. Il y a beaucoup de choses qu'il faut penser en même temps. Allez-y. Oui, moi j'ai brandi sans avis parce qu'il y a le mot « aujourd'hui » qui me dérange et le mot « le plus ». Mais le smartphone, un moyen efficace pour accompagner, je l'appelle de mes voeux demain. Je l'appelle de mes voeux parce que tout à l'heure, je l'ai évoqué, l'autonomie de chacun. Et le smartphone est une forme d'autonomie. Dans notre vie quotidienne, on le vit chacun, on ne peut pas le contester. Mais aussi parce que Estelle Sauva l'a dit tout à l'heure, c'est une force d'exigence pour nous d'arriver à simplifier parfois un système qu'on avait beaucoup complexifié. Et donc, c'est une force d'exigence de simplification qu'en fait, là aussi, on appelle tous de nos voeux. D'accord. Et le digital, dans la logique du digital, effectivement, il y a cette question de simplification. On voit les plateformes qui marchent, c'est dans une démarche de simplification. Monsieur Ricordo, vous vouliez prendre la parole. Je vais faire comme mon voisin, je vais prendre mon jeton et je vais le reposer sur mon tas. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Je le vends en même temps. Je me suis fait avoir comme un bleu. Hein. Par rapport à l'application, je sais, c'est dégueulasse. Par rapport à l'application... c'est sympa la CFDT. Sympa, un bon esprit. Hein. J'avais prévenu et ça tourne en plus. Allez-y, excusez-moi, je vous laisserai un peu plus de temps. Allez-y. Par rapport à l'application, 3 petits oui et 2 gros non. Les 3 petits oui, c'est... on aurait l'air bien malin dans la période actuelle
sur les enjeux emploi-formation, de ne pas rentrer dans la problématique et toutes les opportunités qu'offre le traitement des données aujourd'hui. Et donc je pense que par rapport à tout ce qu'on vit dans la vie quotidienne sur plein de problématiques, il faut qu'on sache se servir de ça au bénéfice des parcours et des carrières. Le deuxième élément, c'est que c'est complexe pour les individus. Et le fait d'avoir plus de visibilité sur les opportunités, sur les choix d'insertion, sont des éléments qui sont intéressants, et y compris si le fait de construire des applications permettent des simplifications, je pense qu'au niveau individuel, on peut aussi avoir des choses qui résonnent plutôt positivement. Et le troisième élément, c'est que ce genre d'outil peut aussi être une sacrée plus-value par rapport aux professionnels du secteur. Quand on interroge la question de la montée en charge du conseil en évolution professionnelle, on s'est aperçu en fin de compte, de façon un peu étonnante pour nous, que c'est sur le premier niveau que les choses étaient le plus ardues des fois, parce que justement la bonne connaissance de tout ce qui existe en termes de données et d'environnement est quelque chose qui est compliqué à décrypter. Donc sur ces éléments-là, l'application, le smartphone peut être un élément intéressant. Mais, les deux gros mais, c'est la première chose, si l'application renvoie au débat d'avant, c'est-à-dire chacun a un CPF un peu plus important, mais tout le monde se débrouille parce qu'il y a une application pour pouvoir se servir de son CPF, ça, c'est pas possible, parce que c'est une individualisation qui est ultra poussée et qui ne peut pas correspondre aux enjeux qui sont posés aujourd'hui de développement des compétences. Et le deuxième élément, c'est que on ne fera croire à personne que la construction d'un parcours professionnel se résout en 3 clics sur une application. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, la conclusion, c'est une application qui permet une personnalisation et qui rentre dans une démarche d'accompagnement. Ça marche. Mais une application qui est uniquement la traduction d'une individualisation des parcours de formation, ça, c'est impossible. Merci beaucoup. Merci. Vous aussi, vous avez un fan club dans la salle. J'ai proposé à Madame Perret de prendre la parole. Tenez. Alors, pour compléter l'intervention d'Yvan, nous, à la CGT, on pense que le numérique, les nouvelles technologies, c'est bien, mais qu'en matière d'accompagnement, rien ne remplace l'humain. Et c'est pour ça qu'on a défendu la création d'un dispositif qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle, qui nous semble être le meilleur dispositif, justement, pour accompagner le plus possible et le plus longtemps possible les personnes dans leur diversité, avec comme paramètre le fait que ce conseil en évolution professionnelle, et sans doute il y a beaucoup d'acteurs de ce conseil dans la salle, c'est un conseil qui permet un accès gratuit, un accès de proximité, c'est-à-dire un dispositif qui lutte contre les inégalités, y compris territoriales, et qui permet de construire du sur-mesure. Parce que ce qu'il est important pour accompagner le parcours des personnes, c'est d'être en capacité d'écouter les personnes parler de leur travail, d'entendre réellement quels sont leurs besoins. Et quelquefois, d'ailleurs, dans un conseil en évolution professionnelle, leurs besoins, ce n'est pas forcément une formation, c'est peut-être une autre organisation du travail, c'est peut-être un autre positionnement dans son évolution professionnelle, justement. Et donc, le plus important, c'est l'humain. Et donc, ça passe par des organismes qui prennent en charge globalement la personne pour l'accompagner dans leur parcours professionnel. Et j'ai envie de défendre ici des organismes de services publics qui répondent parfaitement à ces missions-là et qu'il faut conforter, développer. Il y en a un qui sait faire ça depuis 72 ans, c'est l'AFPA. Et donc, donnons-lui plus de pouvoir pour accompagner les personnes dans leur parcours professionnel parce qu'ils savent orienter, aider, héberger et former des futurs salariés avec de l'excellence. Donc, pensons à l'AFPA. Moi, je préfère l'AFPA à un smartphone. Merci beaucoup. Visiblement, ça partage. Très bien. Vous vouliez utiliser combien de temps? Je sais pas, on va commencer par 30 secondes. D'accord. Voilà. Je vous donne la parole. Allez-y, Madame Gozlan. Oui, moi je voudrais juste réagir au fait que le smartphone est un outil, donc on dit bien ce que c'est un outil. Donc après, est-ce qu'il est le plus efficace pour aider les bénéficiaires dans leur parcours de formation? Là aussi, je m'inscris en faux, parce que le plus efficace par rapport à quoi? Donc, un outil reste un outil, c'est ce qu'on met autour, le dispositif qu'on met autour, les personnes qui vont concevoir ce dispositif, la manière dont il est déployé, etc. etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'outil digital en soi ne peut pas être exclu à aujourd'hui, parce que tout simplement, on est dans un monde où tout le monde vit avec son smartphone, et surtout les jeunes. Et donc, si on veut pouvoir les atteindre, les toucher, dialoguer avec eux, discuter avec eux, les orienter, ben, on a besoin d'aller vers ces outils-là. Très bien. Merci beaucoup.
d'autres interventions? Alors, je vois que vous voulez 2 minutes. Je vais vous donner la parole, Monsieur Potier. Tenez, allez, on échange. Très bien, allez-y. Merci. Oui, évidemment, le smartphone, c'est un outil fantastique d'appropriation, de vulgarisation, de simplification, et il faudrait vraiment être idiot pour se passer de ces applications numériques pour engager un maximum d'individus à développer leurs compétences. Donc ça, il n'y a pas de problème sur la question. Maintenant, il faut faire attention à une espèce de vision fort intellectualisée. J'ai une formule plus abrupte d'habitude, mais Madame la Ministre, je fais attention. Et donc, je pense que, évidemment, ça va être toujours pour les mêmes, quoi. Hein. Donc, et moi qui ai 40 ans de vie de PME, j'ai quelques doutes sur le fait qu'on puisse passer par ce seul truchement. Ça ne suffira pas. Et puis je refais une remarque, et je reviens au CPF, parce qu'il faut parler du CPF là, hein. C'est qu'on a, malgré des demandes répétées, aucune statistique sur l'origine de taille d'entreprise des salariés qui ont mobilisé leur CPF. Ça serait quelque chose d'important pour voir clair, mais le ministère du Travail n'a pas répondu à cette demande répétée depuis plusieurs années. Bien, donc j'ai passé ma commande. Bien, mais je crois qu'il faut faire en sorte de trouver un équilibre. Un équilibre, et notamment le document d'orientation nous donne une possibilité de cet équilibre en faisant figurer la co-construction. Et la co-construction, elle est vraiment très importante. Elle va permettre justement à ces salariés qui ont été très éloignés de la formation d'y accéder, notamment parce qu'on mettra 2 facteurs en place. Un accompagnement efficace. Je pense que là, et l'accompagnement, il va aussi du chef d'entreprise, de TPE, PME, et les OPCA ont une mission essentielle à jouer. Et puis, il n'y a pas que les salariés qui feront accompagner. Et puis, le fait que dans les entreprises, ça donne l'occasion de partager un projet avec d'un côté l'aspiration du salarié et de l'autre côté la vision stratégique de l'entreprise. Et je crois qu'il faut utiliser tous ces outils si on veut vraiment développer la formation. Merci beaucoup. Je constate... Ah, vous vouliez prendre la parole. 2 minutes aussi? Oui? Tenez, Madame Gireb. Voilà, allez-y. Vous avez le micro et les 2 minutes. Allez-y. Merci. Oui, donc sur le sujet du smartphone et tous les outils à notre disposition pour simplifier, bien sûr, il ne faudrait pas s'en passer. Mais ce n'est pas la solution, c'est un outil. Il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas sensible aux applis. Tout le monde n'a pas vocation à aller aussi sur un ordinateur pour s'occuper, pour connaître un petit peu comment fonctionnent les applications. Ce qui est important, c'est l'accompagnement. Et donc, on en parle depuis le début. L'accompagnement est notamment, effectivement, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, dans le cadre des outils que nous avons à notre disposition, de l'accompagnement que nous avons à notre disposition. Et je profite de la présence de Madame la Ministre du Travail pour demander à nouveau qu'il y ait plus de moyens encore pour le CEP. C'est important puisque c'est quand même au cœur du système. On parle d'accompagnement et c'est le moment effectivement de redonner plus de moyens au CEP pour la réussite de cet accompagnement individuel des personnes pour atterrir sur une bonne formation en fonction des parcours des différentes personnes, puisque là aussi, on a besoin de l'humain. Et le smartphone, ce n'est pas que la seule solution. On a besoin d'échanger avec des personnes, parce que ce sont des relations humaines où on parle des parcours des uns et des autres, des difficultés de mobilité, des difficultés familiales. Donc, ce n'est pas un outil smartphone ou une appli avec des critères où on aura à cocher des cases qui feront qu'on aura des solutions adaptées. Merci beaucoup. Merci. Un mini-groupe de fans. Je ne sais pas trop où il est. Merci beaucoup. D'autres interventions? Non. Alors, je vais vous proposer de visualiser les résultats de vos votes sur cette question du digital. Ça reflète pas mal ce qu'il y avait sur scène. Peut-être un petit peu plus d'accord, manifestement. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je vais vous proposer maintenant d'aller vers une nouvelle phrase. Mais là, la nouvelle phrase... sera la phrase polémique
proposée par les personnes de la salle. Est-ce qu'en régie, vous êtes prêts pour diffuser la phrase polémique, la controverse proposée par des personnes de la salle? Ça a été trié par l'équipe du Centre Info. Ah, Riyad, qui était tout à l'heure avec nous sur scène. Sa phrase polémique, c'est la suivante. Les plus vulnérables, ça fait bien sûr le papier, mais dans la pratique, ça fait bien sur le papier, pardon, mais dans la pratique, c'est une autre affaire. Alors, on m'a dit, c'est vrai, pardon, en fait, on ne peut pas voter sur des phrases initiées par des personnes de la salle, j'en suis désolé. Donc vous ne pourrez pas voter là-dessus, ouais, mais l'attente, c'est l'envie. Ça sera promis à la prochaine phrase. Alors, je vais vous proposer, par contre, de donner la parole aux personnes sur scène. Déjà, est-ce que vous voudriez voter, enfin, en tout cas, vous positionner par rapport à cette phrase? Les plus vulnérables, ça fait bien sur le papier, mais dans la pratique, c'est une autre affaire. Est-ce que vous êtes d'accord, tout à fait d'accord, pas du tout d'accord? Pas d'accord. Prenez la couleur que vous désirez. Alors, vous êtes tout à fait... Sans avis, parce que voilà, vous ne comprenez pas assez le sens. Voilà, plutôt des sans-avis. Très bien. Merci beaucoup pour votre point de vue. Est-ce que des personnes voudraient commenter cette phrase, notamment l'accès aux plus vulnérables? Alors, vous vouliez prendre la parole? Oui, tenez. Tenez, il y en a un juste devant moi. J'ai dans la main. Et je vous donne la parole sur 30 secondes. Allez-y. Ouais, c'est juste une réaction par rapport à la phrase, si je l'ai bien compris aussi. Mais si la question, c'est de dire l'enjeu est de construire un CPF où pour les salariés qui n'ont pas ou peu de qualifications, il faut des droits renforcés, différenciés renforcés, je suis d'accord. Et si la question est de dire par rapport au plan d'investissement compétences, il faut construire des parcours pour faire en sorte d'amener au développement des compétences des personnes qui sont loin de l'insertion aujourd'hui, je suis aussi d'accord. C'est pour ça que j'ai voté bleu là-dessus, et ça me semble être un des enjeux en termes d'égalité au niveau de la réforme qui est devant nous. Merci beaucoup. D'autres commentaires sur cette phrase? Tout a été dit? C'est bon? Et bien alors je vais vous proposer d'aller vers une autre phrase polémique qu'on vous avait transmise. Vous aviez reçu toutes les phrases polémiques à l'avance. On a traité la question du digital. Je vous propose d'aller vers la prochaine phrase. La phrase va s'afficher avec le hashtag pour faire aussi vos commentaires dans le public. Adéquation. Revient de manière récurrente. Orienter, c'est mettre en adéquation les envies et compétences des individus avec les besoins des territoires en termes de qualification. Alors, je vais vous laisser voter. Voilà, de nouveau un petit peu de musique. Quelques secondes de pause devant vous. Dario Moreno. Très bien. Alors, je vais vous proposer de voter sur scène. Quel est votre avis par rapport à cette phrase? Plutôt d'accord. Voilà. Madame Perret qui n'est pas d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Qui voudrait prendre la parole par rapport à cette phrase? Monsieur Marguerite. Alors, je vous apporte le sablier pour les 2 minutes. Tenez, voilà. Merci beaucoup. Oui, je suis complètement d'accord. Et je le disais tout à l'heure, on peut imaginer toutes les réformes de la formation qu'on veut. On peut imaginer une adéquation de la carte de formation initiale et continue avec les besoins des entreprises. Si on n'est pas capable d'orienter efficacement derrière les publics, les jeunes et les demandeurs d'emploi, tout cela ne servira à rien. C'est la raison pour laquelle les régions, alors Madame la Ministre, tout le monde vous passe des messages, alors je vais en passer un également dans des régions de France, mais vous le connaissez, notre message en matière d'orientation, c'est le transfert de la compétence orientation aux régions. Pourquoi? Parce qu'il y a une cohérence de chaîne. Georgette Bréard le disait, il est logique que celui qui a le pilotage en matière de formation des demandeurs d'emploi, de développement économique, donc de diagnostic territorial, d'apprentissage, il est logique que ce pilote-là puisse également en amont maîtriser la question de l'orientation. Et l'orientation, en réalité, on ne peut pas considérer que lorsque l'on a financé ou cofinancé un forum, on a mené une politique d'orientation. Parce que aussi sympathiques soient les forums, ils sont au mieux un point d'entrée, au pire
information purement figée. Ce qu'on souhaite faire en matière de politique d'orientation, c'est une orientation à la fois par l'exemple. Je citais tout à l'heure l'exemple des Olympiades des métiers, parce que cet exemple-là, il est, je le disais, beau tout à l'heure. L'exemple avec les chefs d'entreprise qui viennent dans les collèges et les lycées, et puis l'exemple par le geste, la réalité du geste éprouvé. Et cette réalité, elle passe par des stages découvertes, parce que c'est ça une orientation réussie, c'est finalement une orientation qui permet d'ouvrir ou de fermer des portes à partir d'un stage découverte qui a été réussi ou qui ne l'a pas été. Pour cela, ça suppose qu'il y ait un réseau d'entreprises qui se crée autour des régions, que les plateaux techniques des CFA et des lycées professionnels soient ouverts pour qu'une journée, 2 journées, 3 journées, un jeune ou un demandeur d'emploi puisse venir tester la réalité d'un métier. Voilà la problématique pour les régions. On est tous d'accord pour dire que l'orientation doit être transférée, mais on est aussi, je crois, d'accord pour dire que le contenu de cette orientation, elle ne peut pas être figée, elle doit être immersive, concrète et partir de la réalité du geste éprouvé et de l'exemple. Merci beaucoup, Monsieur Marguerite. D'autres intervenants? Je vais donner la parole, et là je vous amène un micro en même temps, à Monsieur... Ah, vous en avez un, très bien, à Monsieur Dumont. Merci beaucoup. Oui. L'orientation, on le voit bien, c'est l'affaire de tous. En fin de compte, encore une fois, on ne doit pas être en silo. Lorsqu'on est dans une branche professionnelle, il est important que la branche professionnelle ait une notion également économique de son tissu. La branche professionnelle ne l'a pas toujours. Donc là, il faudrait effectivement que les branches professionnelles qui vont être impactées par ça puissent avoir des bilans économiques des métiers dans lesquels ils se trouvent, qu'on puisse réagir au plus vite dans la branche professionnelle pour orienter au mieux les décisions politiques qui sont prises sur la formation professionnelle. Et là, on voit bien qu'à tous les niveaux, l'orientation va être percutée à tous les niveaux. On devra avoir une connaissance, effectivement, de ce qui se fait au niveau de la branche professionnelle, mais de ce qui se fait au niveau de la région, au niveau du bassin d'emploi, pour pouvoir, encore une fois, être actif le plus possible. Merci beaucoup, Monsieur Dumont. D'autres réactions par rapport à cette phrase? Monsieur Potier, vous voulez utiliser combien de temps? Allez, soyons fous, 2 minutes. Bingo. Allez. J'ai 30 secondes Très bien. Pour vous dire allez-y. Que la barre de Vomaltine, non, c'est pas ça. Alors, 2 minutes, c'est bon. Alors, donc, moi, je voulais, il y a la phrase, je suis d'accord avec cette phrase, mais je voudrais simplement la commenter. Bon, orienter. Première définition pour moi de l'orientation, c'est arrêter d'orienter par la psychologie, ça serait bien. Orienter vers la connaissance d'un métier, vers un projet professionnel qui vise à l'exercice d'un métier, et puis ensuite regarder quels sont les parcours de formation qui vont permettre de mener à l'exercice de ce métier, que ce soit dans l'insertion professionnelle ou dans la réinsertion. Deuxième terme, c'est l'adéquation. L'adéquation, ça fait peur. Bon. On a besoin effectivement à un moment de mettre en correspondance les envies des individus et puis les besoins en termes de qualification. Enfin, je reviendrai sur ce terme. Mais il faut bien sûr que l'adéquation n'annihile pas l'innovation. Ça, je pense que clairement, le mot adéquation a besoin aussi d'être complémenté par le mot innovation, parce qu'on peut aussi créer un nouveau métier, on va voir, créer une entreprise, avoir des tas de projets professionnels qui permettent de sortir de l'existant. Et je crois que ça, c'est très important. Il faut laisser cette liberté. Et puis, on a dit, j'ai dit qualification. Bon, moi, je crois que c'est les besoins des territoires en termes de compétences, et je le fais comme mon prédécesseur, et il faut remettre ça dans un plan de développement économique, un schéma économique qui est absolument indispensable. Si nous avons besoin dans les entreprises d'avoir les salariés les plus qualifiés, d'avoir les meilleures compétences, c'est parce que nous avons une sainte obligation, c'est la compétitivité de nos entreprises qui est derrière tout ça. Et ça, on ne peut pas ne pas relier la compétitivité des entreprises et puis cette montée en qualification et en compétences. Merci beaucoup, Monsieur Potier. C'était pile poil dans les temps. 30 secondes. Tenez, je vous donne un micro. Allez-y, Monsieur Foucard. Adéquation entre les envies et les compétences, c'est quand même très rigide. En général, un adolescent n'a pas forcément énormément d'envie, c'est assez restreint. Et le faire rêver, lui faire découvrir des champs des possibles, il me semble aussi important pour être en capacité, en fait, d'utiliser toutes ces compétences, puisqu'en fait, on est assez restreint par l'environnement professionnel, l'environnement familial. Et donc, il existe plein d'autres métiers, plein d'autres choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, si c'est juste l'adéquation, j'arrive avec une envie, et j'ai mes compétences,
et on fait une adéquation, on passe à côté de beaucoup de choses et on tire vers le bas le système. À mon avis, c'est l'adéquation qui est quand même ridicule. Merci beaucoup. Ah, là aussi, des petits signes, même d'encouragement, qui sont dans la salle. Allez-y, monsieur Charles, prenez la parole. J'avais demandé juste avant que vous parliez, si on regarde la phrase en enlevant le mot envie, on dit orienter, c'est mettre en adéquation les compétences des individus avec les besoins des territoires en termes de qualification, ce qui relève de la tautologie en fait. Où ça se complique, c'est sur l'envie. C'est-à-dire l'envie d'avoir envie. Il faut la provoquer, il faut informer les gens, il faut arriver à les bouger pour qu'ils se mettent dans l'adéquation vers les qualifications. Et c'est là que ça se complique, à mon sens. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir cité ce philosophe auquel je fais souvent référence. D'autres commentaires? Oui. Vous voulez 2 minutes? Très bien, j'apporte les 2 minutes. C'était une question de stratégie. Allez-y, tenez, je vous laisse 2 minutes. Non, mais, moi aussi, je voulais juste rebondir un peu sur cette phrase où, bien évidemment, on ne peut que faire de la place aux aspirations personnelles des futurs salariés ou des futurs entrepreneurs ou des futurs, en tout cas, citoyens. Bien évidemment, ces envies et ces aspirations, il faut les combiner avec l'acquisition de ces compétences et de ces qualifications, de ces certifications, hein, parce qu'on oublie un peu souvent. Et quand celles-ci sont en adéquation avec les territoires et les besoins des entreprises, ben, il y a une autre adéquation qu'il faut, c'est celle des salaires. D'accord. Merci beaucoup. Ah, il y a 2 personnes qui ont envie d'avoir un peu plus de salaire sur 800. Merci beaucoup. D'autres commentaires? Alors, merci pour vos remarques. Je vous propose de regarder l'écran et de voir quels étaient les votes dans la salle sur cette phrase autour de la problématique de l'adéquation. N'hésitez pas à utiliser le hashtag après encore. Il y a quand même quasi 60% d'accord, tout à fait d'accord. Une minorité plutôt dans le pas d'accord. Alors, je vais vous proposer maintenant de passer à une autre phrase. Autre phrase polémique qui va s'afficher. On était là sur l'adéquation. Maintenant, sur la question de la mobilité professionnelle d'ailleurs. Pour être accompagné dans sa mobilité professionnelle, mieux vaut être chômeur ou non qualifié que salarié lambda. Elle est pas mal, hein? Beaucoup de boulot. Alors, je précise de nouveau aux nouveaux arrivants, ça ne reflète l'état d'esprit de personne dans l'élaboration de ces phrases, c'est juste pour susciter du débat. Ah, George Michael était avec nous. Après Johnny Hallyday, George Michael. Alors, je vous propose, maintenant que la salle a voté, d'avoir l'opinion des personnes sur scène à travers leurs pancartes. On est plutôt dans le pas d'accord. On est plutôt dans le pas d'accord, même s'il y a quelques exceptions. Je voudrais savoir si des personnes aimeraient prendre la parole par rapport à cette phrase. Oui. Vous vouliez prendre la parole combien de temps? Est-ce que c'est juste un commentaire? Oui, un petit commentaire. Très bien. Vous avez un micro devant vous, c'est bon. Non, c'était juste une réaction, parce que ça nous a un peu surpris cette phrase. Le souci, c'est que c'est un petit peu ce qui est dans les esprits des gens, exactement, des salariés. Nous, on est au cœur du système, on travaille sur la formation professionnelle. Dans la salle, il y a des acteurs de la formation professionnelle, mais à chaque fois qu'on rencontre quand même un ami dans un dîner, un collègue, on a toujours eu ces réflexions de la formation, c'est pas pour moi, ça tombe jamais sur moi, faut être chômeur, faut être éloigné de l'emploi, enfin faut
faut être déjà super performant, employable pour avoir une formation. Donc c'est un peu ces idées qui transpirent sur la formation professionnelle. Pour vous, c'est une idée reçue, donc tout l'enjeu, Oui. c'est aussi de lutter contre cette idée reçue. Oui, le problème, c'est comment est-ce qu'on vend mieux la formation professionnelle. D'accord. Aussi, en Merci message. beaucoup. Merci. D'autres commentaires? Monsieur Dumont, vous allez prendre 2 minutes. Je vous donne le micro et je retourne le sablier. Allez-y. Oui, je pense que, pour être très clair, plutôt qu'une idée reçue, ça vient aussi du fait que dans les entreprises, alors surtout plus dans les petites entreprises que dans les grandes, et on l'a vu d'ailleurs dans le rapport qui avait été fait par un des intervenants tout à l'heure, le plan de formation, il n'est pas co-construit. Très clairement, le plan de formation, il appartient au chef d'entreprise. Et dans les petites entreprises, ce plan de formation est souvent le résultat, en fin de compte, d'un ressentiment qu'a le chef d'entreprise par rapport à ses collaborateurs et qui va bénéficier à un tel ou un tel plutôt qu'à un tel ou un tel. Et donc les salariés ne se trouvent pas acteurs de cette formation, de leur mobilité et de la possibilité effectivement d'acquérir une formation. Et donc ce ressentiment est d'autant plus exacerbé. Ce que nous demandons, et d'ailleurs dans la réforme de la formation professionnelle, c'est une demande que nous faisions, c'est qu'à partir du moment où on co-construit et qu'on co-investit dans la formation, il faut également que le plan de formation soit plus que discuté avec les partenaires sociaux pour qu'effectivement il devienne une réelle co-construction et qui permette de faire partir le plus grand nombre en formation. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions désirées? Oui. Combien de temps? Bon, je saurai que je pars au milieu et je retournerai. Voilà. Tenez. Ouais, alors moi j'ai une idée fixe. Parce que je considère que, justement, pour bien aborder et être acteur de sa mobilité professionnelle, il faut être particulièrement sécurisé. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la CGT, on porte un projet de sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie. Et que, pour moi, le meilleur dispositif, justement, qui répond à cette mobilité professionnelle, et vous allez voir l'idée fixe, c'est le congé individuel de formation. Parce que, justement, ce congé individuel de formation, il permet de ne pas perdre l'avantage de son contrat de travail, de pouvoir envisager sa mobilité professionnelle sereinement, en étant sûr qu'on peut retourner ensuite à l'entreprise, qu'il permet d'envisager une formation sur mesure, construite à l'initiative des salariés, avec des accompagnants particulièrement performants que sont les FONGECIF et les OPACIF. Il permet ensuite d'avoir la possibilité d'évoluer professionnellement en étant reconnu à la fois au retour dans son entreprise, en évolution dans son poste de travail et aussi en évolution de rémunération. C'est pourquoi la CGT a dit il faut que tout le monde puisse en bénéficier, a lancé l'expérimentation du CIF portable ouvert aux demandeurs d'emploi qui est fortement plébiscité par tous les endroits où ça a été mis en place. Je pense à la Normandie, mais je pense aussi par exemple à l'AFDAS. Et donc, moi, j'invite les acteurs de la formation professionnelle que vous êtes à faire en sorte qu'on conforte ce dispositif qui permet vraiment de la mobilité professionnelle choisie. 0,4% de la masse salariale, c'est 100 000 CIF demain qu'on peut réaliser. C'est pas rien. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui désirent intervenir? Très bien. Ah. Alors, je vais voir Monsieur Foucard et ensuite je viens à vous. Tenez. Alors, globalement, je pense que ça dépend surtout de la taille des entreprises, notamment pour les TPE. Mais si tout va bien, ça devrait s'arrêter pour cette phrase, puisque depuis 2013, enfin ça a été traduit dans la loi de 2014, mais je vous rappelle que le Conseil en évolution professionnelle, c'est similaire à l'entretien professionnel qui, pour les très grandes entreprises, pour être accompagné. Ce qu'on avait voulu, c'est qu'à un moment donné, que tous les salariés de France soient accompagnés sur tous les territoires. Aujourd'hui, la montée en charge n'est pas encore là, mais à terme, théoriquement, il faudra, et de toute façon, il faudra en général mieux pas passer par la case chômage avec tous les effets négatifs que cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont accompagnés, mais quand même, passer par la case chômage, c'est quand même très très dur. Il y a le Conseil en évolution professionnelle, il vaut mieux davantage faire de publicité pour ce dispositif que d'aller au chômage. Merci beaucoup. Merci. D'autres vouliez intervenir? Tenez, allez-y. Ouais.
Oui, je pense que cette phrase, elle interpelle sur la nécessité de développer les dispositifs d'accompagnement qu'on a commencé à concevoir et qui correspondent aux attentes des salariés, mais dont on savait qu'il y avait un point faible à la dernière réforme, c'est que c'était une montée en charge progressive et surtout c'est un dispositif qui aujourd'hui n'est pas financé. Et donc un des grands enjeux de la réforme qui est devant nous, c'est de trouver les financements nécessaires à une vraie politique d'accompagnement pour qu'on ne soit pas dans une dichotomie entre salariés et demandeurs d'emploi sur les questions d'accompagnement dans les parcours professionnels. Merci beaucoup. Ah, c'était plutôt 30 secondes. Très bien. Je vous laisse 30 secondes. Ce qui est clair, c'est que quel que soit salarié lambda ou chômeur, il y a un vrai besoin d'accompagnement des actifs. C'est ce qui a été posé dans le document d'orientation remis par le gouvernement aux partenaires sociaux. Bon, aujourd'hui, il y a un dispositif qui existe, qui a été créé par accord national interprofessionnel, qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle, qui a été mentionné. C'est 1 500 000 actes. Pas quelques dizaines de milliers, 1 500 000 actes de conseil en évolution professionnelle, d'ingénierie de projets et d'accompagnement vers la formation qui ont été délivrés en 2016. Certes, dans ces 1 500 000, il y a quasiment 90% de demandeurs d'emploi et 10% de salariés. Alors qu'on sait que les salariés, fussent-ils lambda, ont des besoins d'accompagnement pour leur dynamique personnelle, leur projet professionnel. Donc il y a cet enjeu de développement qui est porté dans les débats actuels, mais les salariés bénéficient d'un entretien professionnel tous les 2 ans, et d'information aujourd'hui, et d'un problème d'information dans l'accès à la formation qui, le sondage de l'IFOP l'a rappelé tout à l'heure, est assez partagé en fait entre demandeurs d'emploi et salariés, et salariés, vous l'avez vous-même indiqué, c'est 57% des Français, selon le sondage, qui s'estiment être mal informés sur l'accès à la formation professionnelle. Donc le problème est plus général. Alors là, vous étiez à 2 minutes. Je vais vous donner la parole. Vous lirez, Monsieur Charles. Je vais vous prendre... Oui, notre sentiment à la NDRH, c'est qu'on aurait sans doute intérêt à beaucoup plus communiquer sur les dispositifs mis en place. Parce qu'avant qu'on arrive à savoir ce genre de mesures, il faut répéter 15 fois, 20 fois, 100 fois. Or, aujourd'hui, sur les comptes personnels de formation, les entreprises n'ont pas été réellement incitées à faire ouvrir des comptes personnels de formation à leurs salariés, ce qui fait qu'on ne sait pas qui a un CPF ou qui n'en a pas. On a une idée des heures, évidemment, mais sur le fond, on ne sait pas qui les a et qui peut les utiliser. Je pense que c'est la même chose pour les conseils en évolution professionnelle. 80% des DRH qu'on interroge savent que ça existe, évidemment, mais 90% n'ont jamais eu l'occasion soit d'en utiliser, soit de conseiller à quelqu'un d'en utiliser. Donc ce sont des mesures qui sont déterminantes parce que pour renforcer l'autonomie des personnes dont on parle depuis le début de ce débat, il faut accompagner les gens, que ce soit encore une fois sur le CPF ou sur le CEP ou sur d'autres mesures. Et je crains que ça, pour le moment, ça soit quand même très insuffisant. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Charles. D'autres points de vue? Très bien. Alors, je vous propose de regarder les résultats de la salle. Quel est le point de vue de la salle sur cette problématique? On est plutôt dans le pas du tout d'accord et le pas d'accord par rapport à cette phrase. Là encore, on aura besoin de vos éléments qualitatifs, votre point de vue, les commentaires avec le hashtag devant mobilité pour avoir plus d'éléments. Alors, je vais vous proposer de passer à la dernière phrase. Je demanderai à une personne de l'équipe de Centre Info de venir avec moi sur la décision à prendre pour rester dans le timing. Il va falloir qu'on prenne une décision, mais je vous propose déjà d'aller sur la prochaine phrase et de voter. La question des cadres. Soyons pragmatiques, formons en priorité les cadres, c'est à eux de transmettre ensuite. Voici une phrase qu'elle est polémique. Hein? Vous ne trouvez pas? On met les pieds dans le plat. Alors, je vous proposais de voter un tout petit peu. Temps de respiration. Et ensuite, je vous donnerai la parole. C'est bon, moi je vais devoir... Ouais. Alors, je vais vous proposer de commenter. Par contre, je vous prie de m'excuser par avance. Il y avait vraiment des règles du jeu et nous, on a fait le maximum pour rester dans le timing.
Il reste un timing avec 800 personnes qui sont restées présentes pendant plusieurs heures, et j'en suis profondément désolé, mais on va devoir arrêter plus rapidement que prévu l'atelier, et j'en suis vraiment, je prends sur moi. Ah. Merci beaucoup, je ne sais pas comment le prendre, mais je vous remercie. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est ceux qui désirent commander, je vais vous donner vraiment, s'il vous plaît, jouer le jeu des 30 secondes. J'espère que vous comprendrez la situation et l'environnement dans lequel on est. Je vais vous proposer de pouvoir commenter cette phrase. Soyons pragmatiques, formons en priorité les cadres. Déjà, un premier vote des personnes à un jaune, 2 jaunes. Très bien, merci beaucoup. Merci. Qui voudrait intervenir sur cette phrase? Ouais. Allez-y. Alors, c'est le micro. Ça fait 2 heures que je suis là. J'en peux plus. Tenez, allez-y. Non, c'est bon pour les jetons. Je pense qu'on... Allez-y. Non. J'ai eu tort de faire des provisions de jetons. Alors, trois idées. Premièrement, qui doit fermer en priorité dans la transmission à l'intérieur de l'entreprise? Et moi, je pense que c'est les salariés les plus pédagogues. Voilà, bon, ça c'est fait. Deuxième idée, évidemment, je suis un fervent militant au nom de mon organisation, la CPME, pour le développement de la formation et des compétences des salariés des TPE-PME. Troisième idée, c'est celle du chef d'entreprise. L'entreprise doit rester compétitive, je l'ai dit tout à l'heure, et très souvent on doit faire des choix dans l'entreprise, surtout dans la petite entreprise, en fonction de ses moyens, et on a aussi l'obligation de former certains salariés les mieux formés pour qu'ils le restent, parce qu'on en a besoin pour la compétitivité de l'entreprise. Merci à mon club de fans. Merci beaucoup. Alors, je vous l'ai dit et je m'en excuse vraiment d'avance. On va arrêter cette session pour rester dans les temps pour la journée. Par contre, vraiment vous remercier d'avoir autant joué le jeu, d'avoir pris le temps de vous déplacer en sachant que vous êtes dans pleine période de négociation et pour votre implication par rapport aux phrases et votre sincérité. Merci encore.